vous êtes Executive Vice-President du Technocentre d'Orange. En deux mots d'abord, c'est quoi le Technocentre d'Orange? Moi je savais que Renault avait un Technocentre et je savais qu'Orange avait des labos. Mais... On a un peu copié effectivement. Le Technocentre d'Orange, c'est le lieu où se font les produits du groupe, les innovations du groupe, que ce soit sur la télévision, les services de communication, le NFC, on en parlera probablement tout à l'heure, le cloud. Bref, c'est les produits qui sont travaillés au niveau du groupe et ensuite déployés dans l'ensemble des filiales du groupe, les 35 filiales du groupe en Europe et puis en Afrique et en Moyen-Orient. Quel rapport avec les Orange Labs dont on me rebat les oreilles tout le temps? Ça fait partie, grosso modo, des Orange Labs. Les Orange Labs, c'est la partie recherche de cette filière. La partie Technocentre, c'est vraiment le go-to-market et le déploiement des produits qui arrivent dans les 12 à 18 mois qui arrivent. On a parlé avec Delphine Gatignol du présent du marché. Avec vous, on va parler du futur, en tout cas en termes de technologie et d'usage. Les prochaines vagues technologiques que vous attendez? La prochaine vague technologique qui arrive là dans les quelques mois, on parle de quelques mois, quelques semaines, c'est vraiment la 4G. Qui est effectivement la révolution dont on voit poindre, puisqu'on a déjà lancé techniquement à Marseille et que le déploiement va s'accélérer dans les mois à venir. Alors la 4G, c'est évidemment des débits qui sont à peu près ceux de la DSL, hein, donc on voit bien, j'allais dire, le gain, et on parlait tout à l'heure de substitution ou de complémentarité du PC par rapport au terminal mobile. Bon, là, on est vraiment dans une substitution qui est, j'allais dire, quasiment équivalente en termes de débit à celle de la DSL. Le deuxième point dont on parle moins, qui est un peu technique, je suis désolé, mais qui aura un impact probablement assez fort sur la consommation, c'est, j'allais dire, ce qu'on appelle le temps de latence du réseau. Hein. C'est-à-dire que la 4G a été construite de façon à limiter ce temps qui est parfois un peu long quand on appelle un service ou une page web. Et on voit bien dans les tests qu'on fait qu'on va limiter très fortement, ce qui va probablement améliorer encore l'ergonomie, la consommation des différents services qu'on va pouvoir faire sur les smartphones. Donc sur cette 4G qui arrive, nous on voit deux grandes tendances d'usage qui vont évoluer. La première, c'est la vidéo. Clairement, la taille des écrans est maintenant, j'allais dire, importante, leur qualité est très forte. Et donc, avec cette qualité de débit, on pense que la vidéo va continuer à jouer un rôle extrêmement important à se développer. Aujourd'hui, elle représente 15 à 20% de la consommation sur nos réseaux. On estime qu'à l'horizon de 2016, plus de la moitié du réseau sera, j'allais dire, rempli de vidéos, hein, et que cette consommation va jouer un rôle assez prépondérant. Donc là-dessus, on se prépare évidemment parce qu'il faut fournir évidemment la qualité dans les réseaux. Et puis on se prépare aussi sur les services, puisque vous savez qu'on a un partenariat très profond avec Dailymotion pour accélérer et pouvoir proposer des services de vidéo sur tous les écrans. Et puis la deuxième tendance dont on pense qui est assez importante et qui est en fait liée à la 4G et une deuxième rupture qui arrive, qui est celle de la fibre optique, c'est tout ce qui est autour du cloud. Clairement, cette qualité de réseau, cette instantanéité qui va permettre la 4G va vraiment donner une ergonomie qui va, j'allais dire, permettre aux consommateurs de jouer des contenus et des services qui sont dans le réseau avec une vraie qualité de service qui n'est pas encore tout à fait là aujourd'hui. Et donc on va passer une étape. Et je disais tout à l'heure que ça sera aussi lié probablement au déploiement de la fibre optique. C'est qu'il faut évidemment être capable de mettre très vite des contenus dans le réseau. Et la fibre optique va offrir ce que n'offre pas aujourd'hui la DSL. C'est un débit remontant qui sera de l'ordre de 100 ou 200 mégabits. Et donc là aussi, on va pouvoir stocker très facilement des contenus qu'on pourra relire et revoir facilement au travers de son téléphone portable avec le débit de la 4G. Donc voilà les deux j'allais dire, apports en termes d'usage qui nous semblent vont permettre de tirer parti de ces révolutions du réseau. Deux choses sur la 4G. Quand je vous entends, c'est rigolo parce que j'ai l'impression d'être 8, 10, 12 ans en arrière. Ce que vous me racontez est exactement ce qu'était la promesse de la 3G, je vous le dis. Oui, mais c'est vrai. Regardez, vous allez faire de la vidéo. Je me souviens de démos sur un bateau sur la Seine à Paris, fait par un opérateur au logo rouge, qui disait « Regardez, la 3G, c'est génial, vous allez faire de la visioconférence ». Oui, mais je ne parlais pas forcément de visioconférence, puisque ça reste un sujet. Je parle de la vidéo au sens le plus large du terme, c'est-à-dire la consommation de vidéo, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit, j'allais dire, plus contenu premium. La question de la vidéo, effectivement, reste une question. C'est vrai que c'est une promesse qui n'est pas arrivée avec la 3G. Aujourd'hui, on a des promesses un peu verticales. On reparlera de ça, parce que je pense qu'il y a des choses qui vont se faire dans ce domaine. Mais je reconnais que c'est un sujet qui reste encore un sujet d'usage, qui n'a pas vraiment point aujourd'hui. Par contre, sur la partie vidéo-consommation, on voit bien que sur la consommation, en particulier de Dailymotion, sur le mobile, est quand même en pleine explosion. On parle de chiffres de x2, x3, donc c'est quand même très significatif. C'est difficile d'articuler la promesse de la 4G pour le consommateur ? On lui dit quoi? On lui dit ça y est, vous allez avoir en mobilité les débits que vous avez à la maison aujourd'hui?
Oui, je pense que la vraie promesse, ça va être effectivement une promesse de débit. On l'a quand même, j'allais dire, cette expérience du marketing du débit, les consommateurs commencent à être un peu habitués. Je veux dire, ça fait quand même 10 ans qu'on parle du débit de la DSL. Les gens voient bien l'apport qu'a eu la DSL, savent aujourd'hui, j'allais dire, beaucoup plus que ce que peut apporter le débit. Donc effectivement, on voit bien qu'avec le H+, et la 4G, on aura une promesse très forte autour du débit et de cette qualité, encore une fois, de la vidéo, en particulier HD. Et puis, je reviens là-dessus parce que je pense que c'est important, cette instantanéité qui permet quand même d'accélérer l'interaction avec le réseau, qui est au cœur de la technologie 4G, sera quand même quelque chose qui sera assez perceptible dans le quotidien. Bon, on parlait tout à l'heure de l'usage, je vous donne un exemple très concret, l'usage de la météo, qui est un des plus gros usages. Ça restera probablement dans la 4G, il n'y a pas de raison, le temps ne va pas changer avec la 4G. Par contre, c'est vrai que parfois, on a encore un peu de temps de latence, même si on a ces quelques secondes qui sont parfois un peu frustrantes. Là, on va vraiment gagner dans cette instantanéité d'usage et donc probablement dans le confort du consommateur. Ça veut dire que les marques, les applications, les sites vont pouvoir enfin arrêter de faire une offre différenciée sur le mobile dans j'ai envie de dire la richesse ou la lourdeur des contenus qu'ils proposent. On va permettre une unification vu que les débits seront les mêmes en mobilité et en fixe. Il y a quand même des technologies qui sont significativement différentes sur les plateformes mobiles des plateformes du web, même si Microsoft en parlera tout à l'heure, il y a une volonté appréciable de faire converger les plateformes. On n'y est pas tout à fait, mais la démarche est là. Donc non, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on va unifier les plateformes. Par contre, je pense que l'ergonomie d'usage et la cohérence probablement de l'usage entre le smartphone et le PC va probablement gagner assez fortement en cohérence. Encore une fois, je crois que Microsoft est en train de l'anticiper et ça, c'est une vraie démarche qui nous semble faire complètement de sens pour là encore réduire les frontières. Finalement, on voit bien qu'on passe d'un univers complètement bipolaire à beaucoup plus de continuité entre des smartphones, des petites tablettes, des grosses tablettes, des quasiment PC, des PC, des grands écrans, demain des télévisions. Donc il y a un intérêt pour nous, évidemment, à offrir une continuité de service et de qualité au travers de ces différents écrans. Et puis ensuite, il y a encore une fragmentation assez forte j'allais dire, des plateformes qui vont probablement s'unifier petit à petit, mais qui ne seront pas encore là tout de suite. L'autre technologie émergente sur laquelle je voulais vous entendre, c'est le NFC. Donc ces puces sans contact qui permettent d'échanger de l'information très simplement d'une plateforme, d'un appareil à un autre. Dans l'inconscient technologique collectif, on a annoncé l'avenue du NFC comme étant l'avenue des paiements avec son mobile. Alors c'est drôle de voir qu'on est dans une vision du futur qui est celle du passé. Moi j'étais au Japon la semaine dernière. C'est extrêmement frustrant parce j'ai l'impression d'être revenu dans le XXe siècle en revenant à Paris. Où le NFC ou le sans contact au sens large sert dans les transports comme ici, mais aussi pour le paiement et le reste. Pour autant, le NFC, ça veut dire le paiement sans contact, enfin la possibilité du paiement sans contact, même si les lignes ne sont pas encore arrêtées, mais ce n'est pas que ça. Non, c'est absolument pas que ça. Et c'est vraiment une vraie révolution. Notre sentiment, c'est que c'est presque la troisième révolution du mobile. La première révolution du mobile, c'était, vous savez, ce geste dont on rigolait d'ailleurs dans les années 90. On se disait ça ne sera jamais un marché, les gens qui téléphonent avec un gros téléphone dans la rue. Il y avait quand même beaucoup de sceptiques. La deuxième révolution, c'est Steve Jobs qui l'a inventé. C'est le Swift sur l'écran. Et nous, notre sentiment, c'est que la troisième révolution, c'est ce geste qu'on va faire au quotidien et qui va servir, vous avez raison, on en parlait tout à l'heure, à payer, mais j'ai envie de dire cette promesse, on l'a déjà un peu vendue, entre guillemets. Alors je reviens là-dessus parce que c'est de la difficulté des innovations ou des ruptures d'usage très profondes comme la mobilité. Ça prend beaucoup de temps, finalement, et ça a été le cas pour la 3G. Il faut parfois plusieurs étapes, donc on a une frustration, et puis à un moment ça s'enflamme. Nous on a le sentiment qu'on arrive maintenant avec les technologies à ce moment où ça va devenir véritablement quelque chose de très structurant. Donc oui, on ne sait pas encore, par contre, et c'est à inventer, quels sont les usages et tous les usages du quotidien du NFC. Je crois que le paiement, c'est très clair là-dessus. Et là-dessus, l'écosystème, et c'est une bonne nouvelle, bancaire français est en train d'évoluer. Donc on va voir arriver des choses dans les années et les mois à venir. Il faut dire aussi que c'est lié à des technologies qui sont des technologies liées aux cartes SIM et à la sécurisation que peut proposer une carte SIM, et donc l'opérateur. Et là-dessus, je crois qu'on est assez d'accord avec des gens comme Microsoft que cette sécurité, elle est assez essentielle et les banques vont suivre. Et puis ensuite, il y a tout un tas d'usages. On a parlé des transports. Effectivement, au Japon,
Ils ont énormément développé ça, et donc il y a beaucoup de discussions en ce moment pour accélérer et basculer là-dessus, ça avance. Et puis il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore inventées, c'est ça que je crois qu'il faut partager, c'est que le NFC, ce geste du quotidien, il va avoir des applications qu'on n'imagine pas aujourd'hui, qui vont être plein d'innovations. C'est une vraie plateforme, comme l'étaient probablement encore une fois les smartphones avec cet écran, c'est une plateforme de service avec ce que ça compose de paiement, de sécurisation, de développement et de partenaires. On discute, il y a encore une fois des exemples aussi bêtes que louer une voiture. C'est quand même un peu compliqué d'aller chercher une clé chez un loueur de voiture. Pourquoi pas avoir, et c'est très concret, hein, la carte pour démarrer la voiture dans son smartphone. Des exemples comme ça, il y en aura beaucoup. Et on voit bien qu'à ce moment-là, c'est une vraie plateforme de service qu'on va faire, qui va d'ailleurs changer probablement le métier de l'opérateur, puisque quand vous aurez finalement tout votre portefeuille dans votre smartphone, là on va être vraiment dans une proximité avec le client qui fait que si il perd son smartphone ou si on lui vole, eh bien, il faut qu'il le retrouve dans la demi-heure. Donc il faut des boutiques pour pouvoir aller en chercher un rapidement, parce que sinon vous ne pouvez plus démarrer votre voiture dans quelques années, ou vous ne rentrez plus chez vous, vous ne prenez plus le métro, ou si vous perdez le soir, eh bien, il va bien falloir que quelqu'un vous le ramène assez rapidement, pourquoi pas dans une petite voiture électrique, pour vous ramener un smartphone avec la carte SIM qui sera déjà reconfigurée pour avoir tous les droits au paiement, rentrer chez vous et pourquoi pas donner les droits à vos enfants. C'est le problème du couteau suisse quand on perd son couteau suisse. Deux choses, vous l'avez dit, c'est des révolutions annoncées qui prennent du temps. Aujourd'hui, le NFC, il est présent dans, on va dire, une série de smartphones haut de gamme. Ça a dû vous faire un petit pincement au cœur de ne pas le voir dans l'iPhone 5. Je sais, j'ai eu le même pincement au cœur. Mais ça va prendre du temps. Oui, ça prend du temps. Encore une fois, je crois que quand on parle de révolution de ce type-là, ça prend du temps. Et on a toujours des vagues un peu de frustration avant que ça devienne vraiment majeur. Maintenant, tous les éléments de l'écosystème sont maintenant sur la table. On parle presque d'une vingtaine de terminaux qui sont maintenant NFC compatibles. Donc ça fait quand même une gamme qui est significative. Ça avance, je le disais tout à l'heure, avec l'écosystème, puisqu'il y a quand même quelques usages qui vont être très importants. On parlait du paiement tout à l'heure, du transport. Il faut que ça vienne dans votre quotidien. Et ça, c'est en train d'arriver. Je pense qu'en 2013, on va passer des étapes significatives pour que, là encore, si on se projette, la révolution du smartphone, on en parle aussi depuis presque, j'allais dire, 5-6 ans. C'est maintenant 50% du marché. Le NFC, il faudra que ça arrive à ce type de taux d'équipement pour avoir une vraie puissance, celle qu'on imagine. Mais il faut le préparer maintenant pour être prêt avec nos partenaires, avec tout l'écosystème et vraiment créer de la valeur autour de ce nouvel usage. J'ai l'impression qu'on parle parfois du NFC quand on parlait des QR codes il y a 5 ans. Mais on a vu la courbe d'adoption des QR codes. Ce n'est pas une technologie morte, hein, ça existe, on en voit de plus en plus, mais on est sur une courbe lente. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la courbe du NFC ne soit pas aussi lente et qu'on ne se retrouve pas dans 5 ans sur cette même scène en disant vous allez voir, le NFC demain, c'est... Bon, il faut reconnaître que le QR code est quand même une technologie qui est un peu construite autour d'un contournement du problème qui était celui du NFC. Hein. Donc, quand on contourne, on a aussi le succès du contournement. Je crois que le vrai usage, c'est vraiment, encore une fois, cette simplicité du geste. Mais on parle quand même de choses qui sont extrêmement structurantes pour tout un tas d'acteurs, qui sont des banques, qui sont des acteurs économiques du monde du retail, on parle de tous les acteurs du transport. Il faut se mettre d'accord sur une cohérence de normes entre les différents opérateurs, parce que là, on est bien d'accord qu'il faut faire en sorte que quand même on parle de la même langue quand on a un terminal d'un concurrent versus celui d'Orange, même si celui d'Orange sera mieux. Il faut que tous ces acteurs se mettent d'accord. Tout ça prend du temps. Il faut qu'il y ait la sécurisation qui permette de sécuriser, parce que je le disais tout à l'heure, la question c'est quand vous aurez demain, pourquoi pas votre carte d'identité ou votre passeport, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas ça dans votre terminal mobile et que ce ne soit pas la carte SIM qui porte cette promesse. Il faut quand même que vous ayez un niveau de sécurisation qui soit satisfaisant. Ça prend du temps et puis, encore une fois, moi je vous propose qu'on se revoie dans 5 ou 6 ans et on se dira comment a-t-on pu imaginer que ça n'arrive pas. Aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup qui imaginent que le smartphone, ce n'est pas l'avenir, ou que le téléphone, qu'on puisse téléphoner dans la rue, ce n'est pas l'avenir. Nous, on est convaincus qu'on est dans le même type de révolution. Merci beaucoup.